Donc voilà, je me présente. Donc, je suis Nicolas et l'un des deux auteurs d'Eleusis, avec Lionel, le deuxième. Tout d'abord, merci à la NEF de nous accueillir pour cette dédicace, pour cette conférence et aussi pour la suite, pour les parties, c'est après, tout à l'heure, ce soir. Lors de cette mini-conf, on va vous expliquer rapidement, en fait, on va vous faire un petit retour d'historique sur comment on a créé Eleusis. Donc, toutes ces parties, toute la phase brainstorming, et un peu par la suite, toute la phase d'édition, en fait, comment ça a évolué au fur et à mesure. Puis après, je pourrai poser toutes les questions que vous voudrez. Donc, Eleusis, en fait, ça commence en avril 2005 sur une idée bien particulière, enfin deux idées bien particulières. Un, on veut créer un jeu de rôle. Dès le départ, ça a été une idée fondatrice, en disant, on choisit d'éditer quelque chose, que ce soit à titre d'auteur, en PDF, on ne sait pas encore, mais c'est sûr que la chose sera finalisée. Et deuxièmement, sur des personnages qui contrôlent le destin. Petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas, petite explication très rapide du jeu, c'est un jeu qui est occulte contemporain, donc qui joue à l'époque actuelle, où vous jouez des personnages, des humains normaux, qui ont comme pouvoir de manipuler le destin. Par ce pouvoir-là, c'est quelque chose qui leur amène, disons, un peu de richesse et des choses comme ça, et donc ils vont s'entrer en lutte d'influence, mais dans un jeu un peu politique. Voilà. L'historique, donc en avril 2005, on commence le brainstorming, qui dure à peu près 2 ans. Le brainstorming, on écrit plein de choses, on écrit justement pas tant de choses que ça, on réfléchit. En 2007, on arrive au premier monde du jeu où on va, les mains dans les poches, en pensant qu'on est les plus beaux auteurs du monde, on a encore des éditeurs. Les éditeurs ne nous répondent pas, forcément. On revient 2 ans après, en fait, avec une bêta-version. Je le montre à l'écran. Et ça, en fait, donc, un livre qu'on a mis en page, on a tenté d'écrire toutes nos idées au maximum, de le mettre en page comme si c'était un produit fini, avec comme but de se dire, si jamais il n'y a pas d'éditeur qui accepte, c'est possible de l'auto-publier. Du moins, on a réfléchi à ce moment-là. Là-dessus, on a contacté donc John Wood Édition, qui est notre maison d'édition actuelle, qu'on a rencontré, et puis après, s'en est suivi un travail à peu près 2 à 3 ans de mise en forme du texte, de finition, qui est un travail en fait très très long. Et le jeu vient de paraître en fait le fin décembre 2012 aux éditions de John Wood, de 124 pages, achetez-le, vous verrez, c'est génial. Prix spécial de 30 € pour la NEF. Ouais, profitez-en. Réduction. Là-dessus, donc je vous disais, 2 parties. On va rapidement vous faire on va vous faire deux parties. Première partie, on va vous faire un peu un tour sur le brainstorming, comment ça s'est passé, et après, on reviendra sur la partie, disons, plus édition du texte, une fois qu'on a eu l'éditeur. Lionel, vas-y, ça va. Ah, le brainstorming. Moi, j'ai des notes parce que je suis pas un super improvisateur. Je suis obligé de noter des trucs pour savoir exactement ce que je vais dire. Alors, le brainstorming, je pense qu'on a appris énormément de choses sur les 12 ans qu'on a passé à chercher des idées, à les mettre en forme, à créer notre univers. Quelques petits bons réflexes, quelques trucs, on s'est dit ça, on pourra en parler à la gauche, on pourrait servir aux gens si jamais on essaye d'écrire un univers pour n'importe quoi, pour un jeu de rôle, pour un film, pour une série, on ne sait pas quand est-ce que ça sera fait. Alors déjà, la première constatation sur le brainstorming, c'est une bonne idée, on en a eu toutes les 5 minutes à peu près. Ça vient tout le temps, ça va très vite, des idées super, on a plein. Le problème de l'idée, c'est pas de l'avoir, c'est de la coder, c'est d'en faire quelque chose qui soit vraiment intéressant, qui tienne avec l'univers. Alors, les principes de brainstorming qui sont importants, c'est d'être convaincu. Il faut que quand on invente quelque chose, on voit le produit fini, de ok, on a cette idée, on a fait quelque chose, on est arrivé là. Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce qu'elle me plaît vraiment? Est-ce qu'elle me tient à cœur? Et ça, si vous avez une idée qu'à un moment, vous n'êtes pas sûr que vraiment ça vous plaît à fond, il ne faut vraiment pas hésiter à l'abandonner. Ça, c'est la deuxième règle. Abandonner. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne plaît pas, il ne faut pas hésiter de bloquer. On va passer 2 heures, une journée, 2 journées à réfléchir dessus, à faire trop la question, et à se dire, ce serait vraiment gêné s'il y avait vraiment dans la notice. Et finalement, bof, ça ne me plaît pas, je laisse tomber. Non, j'ai un exemple peut-être un peu plus parlant. Une idée que m'a fait tomber à la fin du jeu. Il y avait une organisation mixte qu'on avait appelée les démocrates, qui luttait pour plus de démocratie dans le monde, transformer toutes les grandes dictatures en démocratie, que tout le monde soit à égalité dans l'univers. On trouvait ça très cool, comme idée dans le principe. Et finalement, c'est une idée qu'on a abandonnée parce qu'elle n'était pas assez
deuxième chose qui est importante dans l'incendie, c'est l'exploration. Je pense qu'on est rendu compte que beaucoup de France, quelques mois. Pour trouver une idée, il est important, même s'il paraît au premier abord complètement débile, mais vraiment en une dans un brainstorming, c'est vraiment très intéressant de la communauté. Ok, bon, ça a l'air débile, mais ça marcherait comment en vrai? Ce serait quoi? Est-ce qu'ils auraient des citrage tel ou est-ce que ce serait des créatures lisses qui impacteraient le destin? Est-ce que il y aurait que dans les groupes, comment est-ce que vous les verrez, ou que les listes seulement, les verrez? Comment ça marcherait? Aller à fond de l'idée, vraiment l'explorer jusqu'au bout, à deux, c'est vrai que nous, on a la chance d'être deux pour faire une meilleure idée pendant l'incendie, pour essayer de voir si oui ou non ça colle et pourquoi ça colle, pourquoi ça colle pas. Alors, des fois, même c'est très bête, au premier abord, sont devenues des choses officielles qui sont en ligne. Les homénides au hasard. Les homénides au hasard, ouais, c'est effectivement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnages qui seraient des tueurs psychopathes qui passent leur vie à chasser les listes juste pour les tuer? Parce que c'est cool de tuer les listes. Bon, ça paraît un peu blunt comme idée, très noir et blanc, très lumière, mais on explore comment ça marcherait exactement, comment il s'interfacerait avec toute la mythologie, tout l'ésotérisme du jeu. On se rend compte que finalement, c'est une idée qui marche super bien dans l'univers. Voilà, elle s'approche partout, elle fonctionne à mort, et puis elle rajoute quelque chose dans le monde qui manquait, un antagoniste qui fait vraiment peur aux listes, et qui n'en est pas un, et qu'on n'avait pas, et finalement, on regarde. Et des fois, on a d'autres exemples où l'idée, on va l'explorer à fond. Elle était vraiment fournie. Ça valait pas le coup, mais elle va peut-être nous donner 2-3 accroches, justement, en y réfléchissant, en la creusant, on va trouver autre chose. Un autre point qui va nous permettre d'en faire et de chercher. Alors sinon, des petites règles de brainstorming, on va appliquer au fur et à mesure. Donc c'est bien d'être plusieurs, parce que le brainstorming tout seul, franchement, c'est pas drôle. J'encourage les gens qui essaient d'écrire des univers d'être 2, 3, 4, ça sert à rien de 50, ça ne marche pas non plus. Mais d'être plusieurs pour réfléchir sur la question, c'est pas forcément. La deuxième règle, il faut bouger, il ne faut pas rester statique, il ne faut pas prendre des habitudes. Donc ça fait 3 heures que vous êtes dans un endroit, donc tout ça, on va réfléchir à quelque chose. Il faut vous lever, il faut sortir, il faut aller dans un café, il faut marcher dans la forêt, il faut aller au bord de la plage. C'est le changement d'environnement qui va vous donner d'autres idées, parce que vous allez voir des choses qui vous entourent, ça va forcément stimuler toute votre imagination, et c'est là que vous allez trouver de nouvelles idées qui vont vous permettre d'avancer un peu plus. Une petite règle qu'on va trouver très pratique pour avancer plus vite, parce que le jeu, c'est aussi que ça prenne un minimum de temps, 2 ans c'est très long, parce qu'on est muté. Je pense que si on avait à refaire et faire un univers, qui prendrait vraiment beaucoup moins de temps, 4 différents écrans. Une bonne idée, par exemple, c'est le veto. Quelque chose qu'on avait instauré, des mécaniques personnelles entre nous deux. On a un droit de veto. Quand il y a des mecs qui ne voulaient pas, mais vraiment pas, on s'en fout tout de suite du veto. Ça, c'est finalement un parapluie. On passe à la suite. Tous les deux, sur une ligne l'autre, ou pendant la discussion, vous pouvez simplement avancer à l'enveloppe. Et hop, ça permet de vraiment passer à la fin. Mais sans que ce soit un mouvement de valeur sur est-ce que l'idée est pour ou pas, il va se fâcher, mais de rapidement passer des idées qui de toute façon ne marcheront pas. Alors, un bon guide après pour structurer l'univers, parce que l'appel, c'est ce que je disais, décider d'en avoir plein, mais tout dans un grand sac, et puis là, pour prendre un univers qui marche, il faut réussir à faire quelque chose de cohérent. Vérifier que toutes les idées marchent bien ensemble. Là-dessus, sur la musique, on a une position qu'on a fait très rapidement, c'est qu'on va se baser sur une seule mythologie. On ne va pas essayer de mélanger les deux vikings, les tarots, la cabale, le zoroastrisme, avec les textes de la Bible et la mythologie romaine. Je me suis dit, non, on va se rester sur la mythologie grecque. On prend que ça. On prend l'histoire de la Grèce antique et on remplit les trous et on en fait quelque chose. On prend ce seul setting comme la mythologie. Ça nous donne forcément une grande cohérence dans toute la partie ésotérique de l'univers. Dès qu'il y a quelque chose qui sortait de cette frange, on n'utilisait pas, il n'y a pas de templier dans les Lotinis, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de templiers, d'autres sectes, d'autres cultes. La deuxième règle sur la cohérence, il ne faut pas esquiver. Il n'y a pas de mouvement TGCM. C'est pas magique. Ça, c'est un truc de MJ, c'est pas un truc de l'auteur. Vous écrivez un univers, il faut vraiment réfléchir à tous les tenants et les aboutissants des idées que vous avez encore passées. Comment ça marche vraiment, les pouvoirs ministres, comment ça marche vraiment, si on se met un gros con, quelles sont les forces qui rentrent en jeu, la magie exactement, quelle est sa mécanique complète. Si vous n'avez pas une idée vraiment très cohérente là-dessus,
vous avez forcément des trous dans votre univers, et quand vous allez y réfléchir, nous ça a été le cas assez tard en fait, parce que c'est le retour de l'éditeur qui nous ont fait réfléchir sur ces questions-là beaucoup. On a transformé plein de parties de l'univers, parce que c'était pas tout à fait cohérent, on ne s'était pas à se poser les bonnes questions, à un moment c'était arrêté au ok ça marche comme ça, c'est bien, c'est les pouvoirs, c'est magique. Ah non, l'auteur il faut vraiment essayer de tout rapprocher au maximum de l'histoire des faits. Voilà, enfin le dernier conseil que je dirais, c'est qu'il ne faut pas oublier de penser gameplay. C'est vraiment le type de nous en train de faire un jeu. C'est bien d'avoir un super bel univers. Il y a quelques règles, il faut vraiment quelques règles en fait au tout début. Je pense que nous ont sauvé. Vous voulez faire un jeu qui soit cinématique, qui soit vraiment narrativiste, où on profite d'une belle mécanique de jeu pour avoir quelque chose de léger à la table. On ne passe pas des heures et des heures à lire des tables, à faire 50 G. Non, il faut que ça aille rapidement, qu'il y ait du peps, qu'il y ait du cours, que ce soit des belles scènes, qu'il y ait beaucoup de roleplay, tout ça. Donc, ça conditionne la mécanique du jeu, il y a des genres de systèmes qu'on va écrire, et même certains pans de l'univers qu'on va mettre en place. Je pense par exemple, au tout début de la création de l'univers des on avait une règle. Les ennemis ne sont pas le droit de se rencontrer à l'extérieur des ces fameux endroits sacrés où ils se rencontraient tous, où ils se réunissaient, qui étaient court, c'est vraiment un peu magique qu'on se retrouve entre eux. Donc c'est ok, on va mettre une règle qui ne pas le droit de se rencontrer à l'extérieur des groupes. C'est pour ça qu'ils se retrouvent entre eux. Ouais, sauf qu'on a joué les deux premières parties de bêta test, et on s'est rendu compte que d'un coup, devoir rencontrer tous ces contacts, tous les gens avec qui on discutait, il faut à chaque fois être obligé de bon alors là il faut que je trouve un cocon et on va se donner rendez-vous à un moment improbable, avoir une longue description pour y arriver. En fait c'est nul, non, on veut que les listes fassent des fêtes dans des endroits cool, qu'ils soient avec Versailles pendant des expositions, on veut qu'ils soient en train de discuter dans un avion, un endroit tout à fait normaux avec des gens qui ne sont pas des listes. Donc on a laissé tomber cette idée. Et vraiment, dans la gameplay, on a des questions de cohérence. Il ne faut pas oublier, le gameplay c'est important, c'est quand même à la base, à la fin, de jouer un jeu qui soit fun pour les gens. Donc voilà. Et enfin, bon, la vraie règle, on n'a pas du tout assez appliquée, ça explique, je pense, une grande partie du temps de développement du jeu. Quand on fait un brainstorming, il faut écrire. C'est trop bien. Ça sert à rien de réfléchir pendant longtemps et d'avoir ce bel univers dans la tête et de ne pas avoir écrit de s'empêcher dans la tête. Chaque réunion, il faut écrire, c'est ça qui fait que ça avance et qu'on a quelque chose à la fin. Donc, c'est très carré, c'est trop tard. Et enfin, bon, brainstorming, c'est bien joli. Franchement, c'est le moment fun de la création d'un jeu de rôle. C'est le moment où c'est vraiment du plaisir. C'est ça dure 2 ans, on s'y prend plus ou moins bien. Peut-être que ça peut durer moins longtemps, mais c'est la partie adjuvante, mais c'est pas la partie adjuvante, la partie adjuvante, c'est l'édition. Je vais essayer de vous en parler. Parce que là, par contre, pour le coup, l'édition, c'est une véritable rivière de sang. Donc, voilà. Il faut savoir que, par exemple, justement, sur la question ratio, à peu près entre les deux timings, entre le moment où on fait purement du brainstorming, on est à peu près sur 2-3 ans. Il y a une phase qui a été un peu fédératrice, c'est le moment où Lionel, en fait, prend le temps, à un moment, justement, d'écrire le brainstorming. Donc, de mettre tout en page, vraiment, avec un sommaire, une intro, un sommaire et tout ça, enfin, avoir un jeu de rôle. Un truc qu'on pourrait être dans l'optique acheter peut-être un jour. Et c'est la fameuse bêta-version dont je vous parlais. Donc, je vais juste la montrer rapidement. C'est avec ça qu'on est allé démarcher les éditeurs et c'est ça qui nous a permis d'avoir un éditeur. Et ça, s'il y a peut-être un seul conseil que je pourrais donner à des gens qui veulent se faire éditer peut-être un jour, c'est faire ça. On en a parlé avec l'éditeur nous a dit clairement, c'est 70% de ses décisions. Parce que c'est le moment, en fait, où on lui amène, voilà, un livre vraiment, on essaie d'être le plus précis possible. Il faut savoir que c'est fait sous, enfin, c'est pas fait sous Word, c'est fait sous Pages, qui est sur Mac, mais c'est la même chose, c'est un plateforme de texte de base. Les photos, c'est du Photoshop noir et blanc. Donc, je veux dire, tout est atteignable. Après, on n'est pas obligé d'aller jusque dans l'illustration, on est peut-être allé un peu loin et tout ça. Mais d'un seul coup, ça montre à l'éditeur que, ça y est, vous savez faire un truc, en fait. Un bouquin, vous savez le faire pour de vrai. Donc lui, ça lui fait moins peur, en fait, que, il y a un petit jeune qui vient voir avec son petit bouquin, ça va être sympa. Et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout et tout ça. Et voilà, donc, nous, finir la bêta-version, c'était un truc un peu important, qui nous a permis aussi de fixer un texte, et tout bêtement, d'avoir d'un seul coup un ordre, un sommaire aussi. À partir de là, en fait, on commence à vouloir créer un jeu de rôle d'une façon ou d'une autre. Il y a une question qu'il faut se poser si on veut l'éditer. Toujours pareil, je parle dans une optique semi-professionnelle, responsable, et du moins, voilà, on va être en concurrence avec d'autres personnes. Faut se positionner par rapport à l'existant.
faut savoir qu'est-ce qui existe. Il y a d'autres jeux de rôle dans les rayons. On peut pas faire un on peut faire un X-Fan de base avec des orques, des gobelins, des elfes et tout ça, mais on va être en concurrence contre des D&D. Il y a un moment, il faut aussi prendre en compte, en fait, cette chose-là. Donc, nous, par exemple, on a écrit une équipe de l'occulte contemporain. On est des gros joueurs de vampires, de mages, des choses comme ça. Donc, bah oui, forcément, ça transparaît dans notre écriture, ça existe dans le jeu et tout ça. Et on a essayé aussi de se positionner par rapport à ça, à voir, ok, quelles sont les différences? Pourquoi c'est pas juste le vampire qu'on est en train de réécrire? Pourquoi c'est un vrai jeu qui est différent? Et ça, c'est super important, c'est positionnement par rapport à l'existant. Ouais, c'est ça, positionner par rapport à l'existant, la concurrence. Ce qu'on disait aussi justement sur le brainstorming, c'est qu'il y a un truc par contre qui est très sympa dans l'écriture. Soit si vous y pensez pendant le brainstorming, ou soit après, au fur et à mesure de l'édition, vous allez commencer à réécrire des parties et tout ça. C'est qu'il y a un truc qui est un peu sympa, c'est que plus vous écrivez, plus vous écrivez. C'est dingue à dire, au début, écrire une demi-page, ça vous prend une journée. Sur la fin, lorsqu'on devait écrire vraiment une demi-page, parce que l'éditeur nous dit, bah voilà, on a 2 semaines de l'édition, il manque un perso ici ou un truc, c'est 2 heures. Et ça va super vite parce que, bah voilà, ça fait 2 ans que vous écrivez régulièrement et tout ça. Et en fait, plus vous allez prendre cette habitude d'écrire tôt, plus ça va devenir simple en fait à faire. D'où justement le conseil de faire des brainstorming pour s'entraîner. Et le but justement sur l'écriture, c'est aussi la même chose. Plus on va écrire, plus on va permettre de remplir l'univers. Nous, un gros souci qu'on a eu en fait, aussi pourquoi la phase d'édition a été si longue, a duré vraiment, disons, entre le moment où on signe le contrat chez John Doe et le moment où on publie, à peu près 2-3 ans, c'est quand même assez long. C'est qu'en fait, l'univers était pas très rempli. C'était un beau squelette, et tous les éléments étaient là, mais c'était juste un squelette. Il manquait plein de scénar, il manquait plein de KLJ, il manquait plein d'implications, il manquait plein d'explications. Faut pas oublier d'être mettre du fluff, mettre des muscles autour du squelette, vous avez des poils, plein de trucs, que ça devienne vraiment quelque chose d'entier en fait. Et aussi, justement, c'est important, nous, ce qu'on disait entre nous, qui était identifier le juice. C'est le truc qui fait que le jeu est cool. C'est l'exemple dans Doom, le truc qui est cool dans Doom, c'est le bruit du fusil à pompe. Voilà. Ça, vous l'entendez. Et ça, c'est le truc, ah ouais, ce jeu est cool. Il faut trouver des trucs dans votre jeu qui fait que, ouais, ça, c'est cool. C'est ce que j'ai envie de jouer. Et nous, par exemple, un truc qu'on a trouvé beaucoup trop tard, c'est sur les talents. En fait, le principe des talents, c'est que vous modifiez, en fait, les talents, les joueurs ont la capacité d'influer sur le destin. Comment ça se retranscrit en partie? C'est que les joueurs ont la capacité d'influer sur la narration du jeu. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont capables de changer la narration du conteur. Et ça, on l'a mis en exergue, nous, beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Donc, on l'a rajouté un peu pour expliquer tout ça. Et je veux dire, ce fait-là de comprendre qu'en fait, ce qui est cool dans le jeu, le truc qui marche vraiment, c'est le moment où, ouais, alors je rentre dans voilà, vous décrivez la ruelle en tant que compteur, bah voilà, la ruelle est comme ça, le joueur fait, ouais, mais au fond, cette ruelle, en fait, j'ai un escalier pour m'en sortir. Et ça, c'est vraiment kiffant dans le jeu. Et c'est un truc qu'on a un peu sorti beaucoup trop tard. Il faut vraiment essayer de penser gameplay. C'est l'idée, ouais, voilà, de penser gameplay, de réfléchir aux choses. Typiquement, un autre truc qui, je pense, dans la même genre d'idée, qui aurait pu être peut-être un peu plus développé, c'était les influences. Le système d'influence, il y a tout un système d'influence derrière de pyramide qui permet de savoir exactement comment vous contrôlez le monde, parce que les Miss sont des gens qui vont contrôler des organisations, des trucs comme ça. On n'est peut-être pas assez développé. Alors, nous, on joue sur des règles des règles très simples, avec des règles très des pyramides d'influence. Ouais, c'est un truc qui fonctionne très bien, vous comprenez. Ah, on trouve, plus loin de nous, que voilà, ça fonctionne très bien, c'est très clair en partie. Alors, pensez bien l'écrit que vous arrivez à le lire. Parce que là, non, là, pas du tout, ça semble assez improbable. Mais en fait, ça fonctionne. Et en fait, il manque peut-être un peu de règles autour, un peu plus de manière de l'utiliser et tout ça, nous, on est un peu sec là-dessus, parce qu'on a l'habitude de le faire, enfin, on a pris l'habitude de le faire en partie. Et je pense que c'est quelque chose, on l'aurait identifié plus rapidement que pareil, c'est un truc cool, que les joueurs ont envie de faire, on aurait sûrement rajouté un peu plus d'éléments autour de ça. Donc voilà. Et je dirais que pour finir, en fait, en gros, sur la question de l'édition de façon générale, vraiment, sincèrement, le faites pas, en fait. Enfin, c'est grosso modo, il édite un jeu de rôle. Enfin, ça dure des années, vous en pouvez plus, c'est absolument horrible. Ça vous prend un temps dingue, vous passez vos week-ends à faire de la brainstorming, vous passez vos vacances à écrire. Vous imaginez pas le temps que ça va vous prendre, en fait. Après, ils ont adapté à des cours, c'est obligé de faire des cours. Ouais, vous êtes obligé de faire des cours et tout ça. Bon, mais après, voilà, si vraiment vous êtes assez dingue pour le faire, c'est complètement génial. Il y a aussi un moment où vous allez en boutique et vous achetez votre bouquin. Et hein? Non, même pas, directement, au prix fort, pour le plaisir d'acheter son bouquin à soi.
Non, ouais, et ça, c'est kiffant. Donc, bah voilà, en gros, rapidement, un tour d'horizon de la création des logiciels. Bah voilà, si vous avez des questions diverses et variées, on est encore ici. Là, tout ça, c'est aussi l'heure et le délai avec ici. Voilà, tu vois. Et juste là. Et puis, si j'ai aussi peut-être en auto-édition, donc c'est un peu différent. Donc voilà, encore une expérience, encore un temps. C'est des questions à poser sur les créations de l'heure. Allô? Ouais. Alors, donc oui, j'ai décidé de passer par l'auto-édition parce que j'avais déjà eu pas mal de mésaventures avec l'édition. Non pas parce que les éditeurs étaient mauvais ou quoi que ce soit, c'est que ils ont eu leurs mésaventures aussi, et donc j'ai décidé de m'en séparer. L'auto-édition, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a plusieurs types d'auto-édition. Il y a une auto-édition donc assumée qui dit je me mets tout seul, moi je me crée une maison d'édition. Donc là, par contre, il faut bien s'assurer les arrières au niveau statut et tout le bazar. Après, tu as un format qui est purement administratif, qui est un format d'édition à compte d'auteur, qui là par contre est aussi une histoire de statut. Je ne pourrais vraiment pas en parler parce que c'est des choses que j'ai complètement abandonné à ce point-là. Moi, pour mon expérience personnelle, j'ai décidé de créer ça d'un point de vue de partir du principe que j'étais indépendant. C'est-à-dire que je ne fixais pas de maison d'édition. Je ne fais absolument pas ça pour engranger des bénéfices. Je vais faire ça parce que c'est mon loisir et parce que j'ai envie de finir mes projets. Ouais, casser tout de suite un vite là-dessus, dans le jeu de rôle, il n'y a pas d'argent d'écran. Pour exemple, je rebondis là-dessus sur l'argent, ce que je dis à chaque fois pour le robot qui a été édité, avec les sommes que j'ai touchées, qu'on a divisées, parce qu'on était 3 illustrateurs sur le truc, on a touché 10% qu'on a divisé. Voilà, moi j'ai touché 5%, et avec ces 5%, je me suis payé la bouteille pour fêter l'occasion. Voilà. Oh, déjà, la bouteille. Des questions? Salon, il y a forcément une édition de nouveau en France sur Askel Mesure. Il y a forcément un événement où deux événements où tout est fait. Ouais, mais effectivement, il y a une ou deux grosses conves. Il y a une ou deux grosses conves qui ont des stands de maisons d'édition. Ça peut encore se trouver. Après, ce qu'il faut voir aussi sur juste la question sur les salons. Effectivement, le monde du jeu était très pratique, ça permettait de voir beaucoup de gens. Après, on est sur un salon, les gens voient plein de trucs, il y a plein de trucs qui passent dans tous les sens. Donc c'est plus qu'on échange une carte de visite en espérant se faire rappeler plus tard, en fait. Et c'est en relançant et tout ça. Nous, on avait un petit avantage, et je pourrais insister là-dessus. En fait, le fait d'avoir une bêta-version, on leur a montré dans les mains, donc déjà, il y a un vrai truc qu'on pourrait en idée, on met tout de suite et devant. Et en fait, ça nous a permis aussi de leur envoyer le fichier PDF tout de suite. Avec, tenez, lisez les 150 pages du jeu déjà mises en page et tout ça, et expliquez ça. Parce que le premier élément de jeu qu'on a fait, on avait la quête, on expliquait l'univers, parce qu'on restait en quartier et tout. En tout, on avait les 4 pages. Le premier réflexe des éditeurs, t'arrives, là, ouais, j'ai cherché la super, on cherchait l'histoire pour aider un autre, pour récupérer un jeu. Ouais, cool, envoie-moi le PDF. Je le lirai, je ferai un truc. Les éditeurs, tout ça, quand ils se répondent pas, on ne fait pas. Pas les autres. Et en fait, assez étonnamment, au moment où tu reviens avec une bêta, les éditeurs ont bien ça l'année d'avant. Et après, ouais, finalement, on peut peut-être en discuter. Effectivement, normalement, on n'édite pas les jeux des autres, mais ça peut s'arranger pour en gagner. Alors, effectivement, je pense que le démarchage éditeur par éditeur, ça marche tout aussi bien. Il n'y a pas d'avantage à avoir tout sur un seul.
mal de trucs. Qu'ils reçoivent 3-4, enfin voilà, ils reçoivent de quoi largement lire et de quoi s'occuper. Donc faut quand même faire attention, vous êtes enfin, si on envoie si vous cherchez à démarcher des éditeurs, vous êtes en concurrence en fait. Ouais, c'est pas tout seul. En fait. Ouais, c'est ça. Et c'est incroyable le nombre de gens qu'on peut croiser qui, ah ouais, moi aussi, j'ai un gros, je vais Vous avez prochaine dose par rapport à ce qui est ciblé pour l'édition. Non, je connaissais pas du tout. Pareil. Ça faisait 5 ans qu'on était en TV, on écrivait notre jeu, si tu veux, donc on était arrêté d'un outil, de faire des parties, des pauses, des bons et tout. Et je connaissais pas du tout le jeu de rôle. Non, je pense que nous avons répondu vite. C'était parmi les ça nous la réponse au mouvement. Et il y avait un très très bon film dessus. Ça, c'est un peu tout seul à parler avec eux, on a passé tout le aussi, c'était pas la rencontre, c'était un loisir. Ça prenait pas que ça prenait, si c'était c'était faire des modifications médicales à travail. On a fait le test. Je pense que dans leur cas, c'est assez. C'est un avenir, mais ils font même des avenirs. ouais, ça. Ouais. Les jeux sont très différents, on est aussi très différents de leurs autres jeux. Mais autant que leurs autres jeux sont aussi différents les autres. Ça va vraiment sur un terrain avec des éditeurs. C'est vrai qu'avec le dos, on a la chance, c'est vraiment d'avoir super bon jeu. Il y a trop super sur le fait que c'est permis de vraiment être l'univers, le jeu peut vraiment faire professionnel. On voit la différence entre la bêta qu'on a fait nous-mêmes et la version finale qu'on a faite grâce au éditeur. Donc, là, ça se fait. Au niveau de la création même du jeu, en termes de chronologie, est-ce que vous suggérez de d'abord créer le background et ensuite les mécaniques de jeu, de faire ça en même temps, de d'abord créer les mécaniques qu'est-ce qui est le plus intéressant? Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'on a une approche du jeu, et là, personnelle. On a une approche du jeu qui est très pas de règles. Donc, on a un peu de règles et tout ça, parce qu'il en faut, et tout ça, mais c'est vrai que dans la manière de maîtriser avec peu de règles. Ouais, c'est une partie sur ce qui passe. Donc voilà. Il y a une action. Ça, c'est un peu personnel. Je pense qu'en fait, les deux peuvent être décorrélés. Ce qui est important, par contre, vraiment, c'est le moment où tu t'attaques au système, c'est que ton système soit super collé à l'univers. Enfin, oui, il faut que ça colle. C'est pas l'univers, c'est pas le gameplay qu'on va avoir à la fin, en fait. Moi, je dirais que pour nous, la question qui s'est plus posée, je ne vois pas comment on va faire autrement, c'est plutôt la question du gameplay. C'est toujours poser la question, ok, qu'est-ce qu'on veut voir sur la table, comment ça va marcher entre le joueur, le MJ, qu'est-ce qui va fonctionner à ce moment-là, mais aussi bien faire l'univers qu'autant faire le système. Nous, par exemple, un truc qui est pour nous assez important dès le départ, c'était d'avoir une vraie différence entre l'amateur, le professionnel et l'élite. Il va être capable, en fait, qu'un amateur ne puisse pas prendre un professionnel. Vous êtes amateur d'échecs, le joueur d'échecs pro, il met l'inable à chaque fois. Il n'y a aucune chance à aucun moment que vous puissiez l'avoir, en fait. Si on fait des 10 sur TV, non, toujours pas. Il va quand même y arriver, tu vois. Et vous voulez que ça transparaisse en système, donc on s'est arrangé, il y a des systèmes on a 4D qui sont multipliés, donc le fait d'avoir des multiplicateurs, ça permet de donner des seuils qui permettent très rapidement, l'amateur va pouvoir avoir 4, 6 succès, le professionnel peut monter jusqu'à 16. Donc forcément, tout de suite, ça fait une vraie différence. C'est plus, plus que l'écriture du système, je pense qu'il peut arriver à peu près n'importe quand. Ça arrive un peu au milieu, tu vois, dans la première année, je crois. C'est plus le moment d'identifier rapidement comment tu veux que ta partie joue, en fait. Il n'y a pas forcément grand chose à voir avec l'univers, c'est un peu particulier parce que ça a à voir avec l'univers sans en avoir l'air. C'est vrai que par exemple, si on a un univers qui est un peu Jetronien, qui est un peu aussi les références cinématographiques, cinématographiques, ça va être Jet Bond, Sense Eleven, des trucs comme ça, donc on veut que ça aille vite, on veut que ce soit le cinéma, on veut que ce soit ça. Donc, forcément, l'idée c'est que le système permette ça en fait. Donc, soit cinématographique, donne des scènes, que les scènes d'action soient un peu épiques, que ça fonctionne comme ça en fait. Donc, en fait, le cœur de l'idée vient d'abord du background. Ouais, je pense. Du background et aussi de l'ambiance que tu veux à la table. C'est un peu la subtilité, c'est pas purement le background, c'est l'ambiance que tu veux à la table. Finalement, pour le système, je pense qu'on s'en fout
de savoir que c'est des listes qui contrôlent le destin, etc. Pour nous, ça n'a pas beaucoup impacté le système. Les jours où des fois le système il va être intrinsèquement lié au background, je pense à Chine par exemple. Dans le système, tu montres des noirs et blancs, c'est bienveillant, parce que c'est un peu sur la Chine antique, tu as un entrelacement entre le système et le background, je pense en cette comme ça. Ça n'a pas d'intérêt évidemment. Les gens ne vont pas acheter le jeu parce que c'est cool de jouer avec des noirs et blancs, tu penses c'est trop bien par rapport à une couleur, ça change rien. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est important, c'est ça, c'est que tu peux voir à la table, ça va conditionner les deux, donc ça va faire ce fameux lien entre le background et le système, et que ce soit assez clair dans la tête, assez vite, si tu veux que ça fonctionne. Tu ne vas pas commencer dans l'univers, la façon dont tu imagines jouer, vouloir quelque chose sur la table. Vous n'avez pas envie d'écrire un jeu qui soit, je pense, simulationniste où tu commences à déplexer en deux points entre divers trucs que tu portes pour savoir quel objet tu peux avoir un maximum pour savoir exactement optimiser tes actions. Donc on n'a pas d'idée c'est possible, et c'est très fun, et c'est ludique, mais tu dois tout de suite assurer des départs et ça va aussi impacter ton univers. Ouais, on aurait écrit un jeu cyberpunk, je pense qu'au contraire, ça aurait été, enfin, pour prendre l'exemple du cyberpunk, c'est quelque chose qu'on aurait fait tout de suite, d'avoir un système au contraire qui soit optimisable, parce que c'est cool de se mettre un bar unique. Ouais, voilà, du cyberpunk, ce qui est cool, c'est de fitter ton matériel, de filmer, de hacker, donc il faut que ce soit un peu simulationniste derrière. Tu vois, Là, ça plus orienté jeu d'ambiance, jeu technique. Ah ouais, clairement. Là, il y a des et c'est ça, je pense que tu résumes bien, quand tu dis, je vais écrire un jeu d'ambiance, ça conditionne plein de trucs, ça conditionne le système, ça conditionne tout l'univers, et c'est pas le background précisément, que ce soit les listes, l'influence de dessin, qui impacte le système. Et par contre, que ce soit un jeu d'ambiance, c'est ça. Alors du coup, moi je posais une question sur les éventuels suppléments. Est-ce que vous avez prévu d'en faire? Est-ce que vous savez comment vous allez les faire? Et à tout hasard, est-ce qu'il y aura une campagne de prévue? Et juste... Une campagne, des kangourous, et suppléments en maths du serpent. Et juste pour moi, est-ce qu'il y a moyen de voir le retour des démocrates? Parce que je les aimais bien, moi. Alors, officiellement non, pas du tout. On est dans la gamme, on est dans une gamme particulière chez Jeuxvideo, qui est la gamme 1,5. Donc, officiellement, c'est la gamme DOA. Juste leur part. On est mort à l'arrivée, donc c'est fini, il y a plus. Officieusement, peut-être un écran, vraiment, peut-être. Ouais, genre, tu vois, on prend les 800 bouquins en 2 mois, Officiellement, peut-être un écran vaguement, et peut-être essayer de voir pour mettre des scénarios dans un magazine. Et c'est vraiment, on en parle. Après, moi, je pense que ce serait très cool. Tu vois, il y a 4-5 LGBT positifs qui sont sur un forum, c'est que, ouais. Ils aura mon vidéo où il répond à la question, puis ouais, je pense aussi, donc voilà. Moi, c'est une question, un sujet un peu troll, en fait, donc je sais pas si... Je la pose à tout hasard, en fait. J'ai pas lu le bouquin, en fait. J'ai pas lu le bouquin. Souvent, on arrive à une place, en fait, il y a le jeu qui fait bon, alors je vous explique Lumière, ce qu'il veut, en fait. Ça remplace pas la lecture du bouquin, mais justement, vous parlez de cinématographie. Moi, j'ai pas d'éléments, enfin, quand on m'a présenté le jeu de rôle, j'ai pas pu le raccrocher à un film que j'avais vu, en fait. Le seul truc que j'avais trouvé, c'était, ouais, il y a un petit. Destination. Ah, Destination. Donc j'arrive pas à voir quel film pourrait exploiter les mécaniques. L'arc Witch. Alors, pas le film, la BD. Ah, mais Jetron, Emis. c'est trop un mist, quoi. Plus que Jetron, les grands méchants de Jetron, en fait. Les grands méchants de Jetron. T'es dans Ocean's Eleven. En fait, l'univers, c'est Ocean's Eleven, Jetron, Largo Witch. Enfin, la manière canon de le jouer, je vais dire comme ça, quoi. Mais Largovitch, il fait pas apparaître des portes. Non, mais Largo Witch, par contre, il est tellement riche à millions que, tu vois, il est super riche à millions, il a plein de contacts, mais en fait, au final, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surtout dans la jungle amazonienne des méchants. En fait, pour nous, les pouvoirs des listes, finalement, ils sont très coïncidentaux. La
pas de son lumière, il n'y a pas de effet de flamme. Ok, dans le principe, donc des cycles luminaires, c'est surpuissant, ils peuvent transformer autour d'eux un pouvoir magique. Mais en vrai, ce que ça donne sur la table de la narration, c'est comme si c'est rien. Je ne sais pas comment on peut faire. Si je prends un Jason, par exemple, le mec, ouais, il est dans un. Il va arriver, il va faire. Il a un hélico. Je prends l'hélico. Je roule, ouais, et là, je prends une roquette. Je saute. Heureusement, j'ai réussi à attraper le parachute qui était juste sur le côté de la porte. Ah, je me tourne entre courants, je relève. Ah, j'ai eu des masques, je suis à la mission. Et en fait, ce qui va se passer dans la narration du truc, c'est qu'il va y avoir une course-poursuite où le mec arrive sur le haut, sur le toit de l'immeuble. Le joueur va intervenir en disant, et là, je trouve un hélico. L'hélico est là. L'hélico est là, donc le joueur prend l'hélico, est poursuivi par, je ne sais pas comment, par les autres en hélico aussi, parce que c'est peut-être un lisse derrière, donc il va faire réapparaître un hélico. Là, sur le toit. Et en fait, le mec, au moment où il saute, il fait, ah, je me suis touché, je m'en fous, j'ai réussi à sauter. Je saute. Donc là, on va pas lancer de jet sur le saut, parce que savoir si c'est temps d'esquiver la roquette pour nous sauter. Et là, tu fais, ouais, mais tu te rends compte, tu fais comment? J'avais chopé le parachute au dernier moment. Et ça marche, typiquement, les techniques dont je viens de te citer, c'est le pouvoir des Hextos et le pouvoir sur les objets. Donc, capacité de maîtriser les objets de façon générale et de les manipuler. Donc, en fait, le mec fait apparaître un hélico, un gros objet, ça reste un objet, il est capable de le conduire, parce qu'en fait, il a tout pouvoir sur les objets. Donc, il va naturellement à l'instinct, on est dans Matrix, quoi. Il va naturellement à l'instinct trouver la manière de conduire. Et au moment de sauter, le truc qui modifie dans la trame, c'est de dire, non, mais en fait, le parachute, je l'avais, moi. D'accord, mais c'est le joueur qui dit. Le joueur va dire, je fais apparaître l'hélico, je sais le conduire, et il va dire, je prends le parachute. Ce qu'on va dire, c'est que quand on dit c'est du jeu de rôle, c'est qu'au moment de l'écrire le jeu de rôle, on se dit, c'est ça qu'on peut voir à la table comme scène. Maintenant, sinon, comment on fait des études? Et effectivement, pour le résultat, c'est que le joueur t'appelle pas toi-même un personnage, j'ai l'exemple, le mec, il a vraiment des histoires magiques, et l'univers, effectivement, c'est pas le cas, c'est ça qu'on explique le cinéma. Mais notre objectif atteint, le résultat est là, si tu veux, au moment de la partie, tu vois des scènes comme ça. Tu vois des scènes de sol, tu vois des scènes épiques. Ne pas normalement sur le table du monde normal, c'est là que tu vas faire quoi? Ouais, mais n'empêche que Ouais, donc ça marche dans les deux sens. Le joueur a envie d'avoir joué cette scène-là, et souvent, on lui dit c'est génial à raconter. Tu as aussi envie de raconter des scènes de jeux de mots qui se peuvent, mais pas débloquer par un CD. Et là, tu sautes, tu sais! Et t'as raté, t'es mort. C'est nul. Enfin, je veux dire, c'est nul à raconter. C'est ça qui est raconté. Mais effectivement, en fait, et c'est la vraie difficulté, justement sur les difficultés un peu des levis, c'est une vraie difficulté chez les meneurs, et même chez nous, on a mis longtemps à se comprendre complètement, c'est d'être capable d'accepter en fait tous ces trucs-là, et de prendre comme du plus le fait que le moment où le mec prend le parachute, c'est pas dessus, il a réussi à chasser, eh non, c'est cool, c'est génial, il est au-dessus de la ville avec son pas besoin de parachute. me sauver avec un projet de. Ouais, c'est ça, il se sauve tout seul, il y a une super scène à décrire, il est en train de se sauver au-dessus de la ville, il doit éviter l'entassement de la building. Enfin, t'as envie de décrire ça en fait. Donc, ouais. Les 30 secondes, je pense que c'est bien. Au début, vous avez dit les listes influencent sur la narration. Ouais. Et dans l'exemple que je vous ai donné sur l'hélico, je peux. Donc tu sais, je comprends plus rien, parce qu'en fait, ils sont censés influencer sur la narration, et moi, du coup, la scène de l'hélico, là, j'aurais tendance à interpréter comme, en fait, non, l'hélico, il était déjà là. Alors, est-ce que c'est vraiment, ils ont un pouvoir magique sur l'univers, ou est-ce qu'ils ont un pouvoir... En fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, disons, in-game. Dans le jeu, ils ont un pouvoir magique sur l'univers. Ils sont vraiment capables de modifier la fin du destin. De modifier la fin du destin, d'être capable de modifier un élément. Et en fait, au moment où ils font apparaître l'élément, l'hélico, ils modifient toute la chaîne de causalité qu'il y a à l'hélico. Donc, ce qui veut dire que l'hélico a une raison d'être là. Il n'est pas apparu magiquement dans un grand éclair. D'accord, donc apparaître, c'est un raccourci, en fait. Il y a quelqu'un qui l'a posé, ça va peut-être tuer quelqu'un parce qu'en fait, l'hélico a été posé pour récupérer un blessé du dernier étage et tout ça, et le mec, au moment où tu parles avec ton hélico, peut-être dans les trucs et les pièces, et au dernier moment, tu vois le mec qui sort avec son rencard et qui a pris l'hélico devant lui. Enfin, voilà, l'hélico a un raccourci. Et l'idée de dire qu'en fait, ça influe sur la narration, c'est en fait ce qui se passe autour de la table. C'est une métagame. C'est une métagame. C'est autour de la table, ce qui se passe, en fait, c'est que le joueur a la capacité d'influencer sur la narration. Et là, pareil sur le toit d'immeuble. C'est le joueur qui fait, il y a un hélico.
Si tu veux la narration, comment le jeu est laissé, et tu complètes un peu l'univers de facile. Donc, du coup, ça permet au MJ de pas en glander une en préparation de scénar et de dire de toute façon, ils vont trouver une façon de s'en sortir. Exactement. J'adore. J'adore. C'est exactement le début. Ouais, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est le moment où tu as envie, en fait, que les joueurs t'aident. Enfin, nous, je pense que ça a paru un premier truc, on s'est rendu compte en jouant et tout ça. Enfin, voilà, en jouant entre groupe de joueurs et tout ça. Mais en fait, le truc qui est génial, c'est le moment où tes joueurs commencent à inventer des pans de ton univers. Je me rappelle, un exemple par exemple, c'est qu'on avait fait une partie de Cyberpunk, c'est une campagne de Cyberpunk, tout ça. Et à un moment avec un joueur, où il y avait un truc qui se passait à côté, donc on était un peu tous les deux à la table, on n'avait rien à faire pendant une soirée, en jeu. Et en jeu, en fait, on s'est mis à auto-roleplayer le fait d'aller à une séance d'aller à un match de cyber-hockey entre l'équipe de robots. Et on a commencé à délirer là-dessus, tout ça, et en fait, le MJ, quand il s'est retourné en disant, et vous faites quoi? On lui a raconté, bah voilà, on est parti dans une petite séance de ligue de hockey, on a rencontré des culs et tout ça. Et en fait, au lieu de dire non, à ce moment-là, on se dit, non, stop, t'as jamais fait ça, qu'est-ce que tu fais en vrai? En fait, bah ouais, ok, il y a vraiment une ligue de robots sur laquelle on peut parler, tout ça, et intégrer cet élément-là dans l'univers, parce qu'en fait, c'est génial. Ça te rappelle, ça C'est bien trop, quoi. T'es pas obligé d'inventer un truc, et en plus, c'est vachement mieux, parce que ça fait 5 heures que tu l'existes, et tu sais, c'est faire l'improvisation, il y a plus de notes, ah, il fait jamais. Effectivement, le truc par contre là où c'est un peu plus chic, c'est que les joueurs ont vraiment la capacité de te péter un scénario dirigiste. Le gros fil rouge qui va de toi, s'ils sont considérés vraiment dans ton scénario et arrêtés en haut de l'immeuble, et c'est la scène suivante, c'est l'interrogatoire, il va pas se passer comme c'est l'interrogatoire. Donc c'est plus au niveau de l'écriture, où il faut être vachement bac à sable, vachement dans ses films, où tu écris voilà, des personnages, des lieux, des choses comme ça, des liens entre les trucs. Et puis les personnages traversent un peu comme tu veux. Et puis toi t'accompagnes tranquillement, en mettant les éléments et en t'accrochant un peu comme tu veux. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. PNG important, un gros fil rouge, et des checkpoints, ou des scènes en plus, plus de clubs, c'est vraiment ça. Ouais. Et en fait, le truc, c'est aussi le moment où on s'est rendu compte que finalement, quand tu regardes bien, il y a plein de moments dans ton scénar qu'on n'a rien à faire de savoir si c'est cohérent ou logique. En fait. Ce qui est juste intéressant, c'est que l'histoire soit cool. On n'a rien à foutre de savoir que l'hélico est sur le toit ou pas. Par contre, c'est super cool que le mec soit monté dedans et sauté en parachute. Et tout le monde s'en fout de savoir que l'hélico est là pour une raison ou pas sur le toit. Et on a eu pas mal de retours sur le fait est-ce que c'est compliqué de trouver des explications logiques. Mais en fait, dans 95% des cas, il n'y a pas besoin de trouver des explications logiques en fait. Parce que l'hélico est là, c'est cool. On va pas se casser la tête sur effectivement. On peut, si t'as le réflexe, ouais, t'as laissé un PC derrière toi, c'est cool, tu vois, c'est un petit truc, tu vois, l'impact de la trame, t'as réagi, etc. Mais c'est pas obligatoire, en général, le joueur utilise son pouvoir, il se passe un truc, ok, très bien. J'ai profité du micro pour une question qui n'a rien à voir. Plus dans la catégorie brainstorming, je suppose que vous avez un peu rodé votre univers, votre système. Vu l'école dans laquelle on est, je veux dire, vous avez sans doute bêta-testé votre système. C'est quelque chose qui a démarré très tôt, très tard, c'est important, on s'en fout. Mais à partir de très vite, dans les 3 premiers mois du brainstorm, au bout d'un an et demi. Je dirais qu'à partir du moment où tu as un système, en fait, il faut bêta-tester pour moi, c'est un système. L'univers, il n'est pas cool, il n'a pas besoin de marcher pour savoir si c'est cool. Par contre, le système, savoir comment marcher les pouvoirs, savoir comment tu vas lancer les deux. Ça, tu peux lâcher et puis faire un marche plus long. Après, il n'y a pas besoin de 300 parties, tu fais. C'est parce que vous en avez fait un bon presque du premier coup, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ouais, il y a pas mal de changements. Il y a des parties quoi. Il y a des listes là. En fait, c'est marrant, on a laissé peu au fur et à mesure des itérations. Des itérations, des bêta-tests. Quand on jouait, on se rendait compte qu'il y avait des bouts qui ne servaient à rien. Des gîtes, mon système avait une barre de motivation. Tu donnes des points que tu peux dépenser pour le gîte que tu demandes de dépenser, mais tu as certains pouvoirs qui te demandent de dépenser de la motivation. Il faut
me dirais, bon d'accord. Et puis tu la regagnes que parce que tu fais la fête. Alors, l'idée derrière, c'est que justement, encore une fois, c'est une gameplay qui nous ce qu'on veut voir. On veut voir des joueurs qui ne sont pas super focus sur l'objectif. Ok, alors le but du jeu, c'est prendre le contrôle de la boîte et machin. Et on passe une journée dans une cave à faire des plans. Alors, comment c'est d'accord, ok, ça me saoule, je sors boire un verre de champagne, et puis je fais ce qui est. Parce que franchement, j'en ai marre, puis quand je suis général. Le moment où quoi. Enfin, et si j'allais au casino. Si j'ai le calcul, ouais, j'ai le ok, c'est vrai. Mais comme par hasard, la partie poker, t'as le grand méchant. C'est pas drôle. Et ouais, donc je vais voir ça. C'est dit, on va mettre un système où tu vas avoir des points d'évancée, des points de volonté, des points de stratégie, quoi. Et que tu vas gagner que parce que finalement tu laisses tomber la vie principale pour les faire. Et ça, on est effectivement, on regarde. Par contre, au départ, pour la première version du système, directement, il y a une motivation qui commence pour avoir des idées pour lancer les élections. Et ouais, je sais pas, je pense qu'on a gardé un moment. Ouais, un moment, je suis vraiment tapé à 5 parties au bout d'un moment, je sais pas, ça. On l'a tapé au moment où est-ce que quand même, en partie, on s'en sort avec ce truc et on y réfléchit on n'arrive pas à. Est-ce que vraiment les points de motivation sont directement les effectivements, c'est vraiment. Ça fait trop de micro-gestion en fait en cours de partie. Le mec passe leur temps à trouver leur point, c'est pas si dynamique. Et du coup, il passait trop de temps au casino. Ouais, non, pas forcément. Non, mais c'était vraiment sur le. Ouais, vraiment sur la. Et vu que justement, on vient sur l'idée du système, on voulait quelque chose de cinéma qui soit. Voilà, là, on lance des. On ne veut pas les faire. Oula, non, prends-les, lancez. Enfin. Ce soit dans le c'est ça. Maintenant, le système, il est cool, c'est que tu prends tes tu les lances en 4. Toujours, tous les GTP caractères. C'est ça, quand tu lances les dés pour caler les deux. Quand on va réfléchir, on va réfléchir, c'est cadeau. Si on n'a pas testé l'étape 1, alors en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'étape 1. Dans le sens, il n'y a pas de grand secret de l'univers caché, il n'y a pas, en fait, on est tous des dragons combattant des extraterrestres, en fait, c'était un jeu de rôle. C'était un autre jeu de rôle. Il y a des factions? Il y a des factions, Les factions, mais tout similaire, en fait, ça se teste effectivement, il y a quelque chose d'assistance par les démocrates tout à l'heure. C'est un truc qu'on a adopté parce que quand on les teste, on s'est rendu compte que c'était la faction qui ne marchait pas, personne ne voulait jouer un démocrate. Quand tu l'avais en Belgique, c'était pas beaucoup sur les démocrates, mais ce sont en France. En fait, c'est la version, c'est l'inverse, on prend le couteau et on fait l'océan. Ou la version où des Spartiates, qui sont ceux qui viennent encore de Sparte, ils ont arrêté le fil rouge. Mais par contre, c'est des gens qui sont plus beaux, plus forts, plus intelligents, qui ont été élevés dans la tradition, qui parlent 5 langues, qui jouent de la musique, récitent des poèmes, se battent à la lance, à l'épée, sont souvent, sont forts, sont la grandeur d'âme. Super énervant. Et en plus, le problème, c'est qu'ils le sont vraiment comme ça, donc on n'a pas retenu en plus. Ouais, l'univers, ça veut dire ça. Si tu fais des parties, naturellement, tu vois si ça fonctionne pas. T'as moins besoin de tester le truc. Le scénario, ça a été déjà testé. Ouais. Est-ce que vous avez été seul à bêta-tester ou il y a d'autres MJ qui ont testé aussi les jeux et qui vont donner leurs avis, leurs retours bons ou mauvais? Il y a Dieu qui a maîtrisé à partir du moment où Dieu maîtrise. Ouais, il y a eu un peu de retour de logique. Pas tant que ça, malheureusement. On aurait aimé en faire un. C'est pas facile. Oh, il y en a quand même plusieurs, effectivement. Je pense à Eric qui a fait un play programme de notices qui a duré plus d'un an. Qui est vraiment génial, ils ont donné plein d'idées, vraiment servi, vachement activité, ils ont été sur le play, les derniers réglages, et même dans le scénario. En fait, la question de faire bêta-tester par un autre MJ, et ça reprend un peu la question de tester l'univers ou pas, c'est que justement, le moment où tu passes par un éditeur, le mec a une vision du jeu pour savoir malgré tout ce que ça va vendre ou pas. Donc, les moments, en fait, ils se posent tout de suite la question, est-ce que c'est juste un univers cool, ou est-ce que c'est un univers où je peux jouer dedans? Est-ce qu'il y a un angle d'attaque dans l'univers? Est-ce que vraiment cet univers est jouable? Donc lui, il se pose déjà cette question-là.
il se trouve que nous, c'était un peu le cas, donc c'est pour ça qu'on a passé cette barrière. Et il leur parlait dernièrement que vraiment, pour eux, c'est une barrière importante. Savoir est-ce qu'il y a un univers, un jeu derrière, ou est-ce que c'est juste une belle histoire. Parce qu'en fait, tu vas faire un roman. Ouais, voilà, c'est ça. Et le deuxième truc, en fait, bah là, c'est un peu le boulot de l'éditeur de faire le retour pour dire, bah écoute, moi, je suis un peu une première personne qui lit le bouquin. Est-ce que je suis capable ou pas de comprendre ce qui se passe? Et c'est lui qui va te poser, en fait, finalement, toutes les phrases. C'est lui qui nous a servi, en fait, d'autres MJ. Je pense qu'en question d'auto-édition, c'est peut-être un peu différent. T'as peut-être plus besoin d'avoir d'autres gens. Non, pareil, c'est la vraiment. C'est toujours en tête, ouais, c'est ça aussi. Et toujours en train de demander d'avoir besoin d'un retour. Parce que même en restant sur ses idées principales, il y a toujours quelqu'un qui aura une petite question, un petit point qu'il n'aura pas compris, ou même n'importe quoi, que ce soit en règle, en bras grand ou en chose. C'est les retours qui font que l'univers avance. Et en fait, c'est une question anodine, une question qui t'est pas posée. Tu vas trouver une réponse pour enrichir un thème. Par exemple, vous n'avez pas parlé des dragons. Si un MJ dit voilà, j'ai lu qu'il y avait des dragons dans votre truc, c'est quoi? Putain, merde, j'y ai pas pensé. J'ai pas écrit 3 lignes sur les dragons. C'est vrai, mais complètement. Et c'est vrai que par exemple, pas mal de questions qui nous ont fait vraiment avancer entre la méta-version et la fin, la version finale, c'est des petites questions en fait mais ça, comment ça se passe en vrai? Il y a des petits points de règles, enfin, pas des points de règles, mais vraiment des petits points d'univers sur tu m'as déroulé le fil en fait, et tu te rends compte qu'il y a toute une partie de l'univers en fait qui est juste accrochée avec une grosse émail de Louis, quoi. J'ai juste un point. Tous les coups se terminent. Ah oui, ouais, tous les coups se terminent. L'éditeur, c'est officiellement là, d'aller bouffer, de s'inscrire, et puis d'aller faire les dates de l'eau, je sais pas, pour voir l'autre.